Écoutez, merci à tous pour votre présence. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc nous, on est une communauté, la communauté TAC. On réunit des agilistes, des product owners, des product managers, et on va accompagner des grandes organisations en les inspirant à être plus souples, plus efficaces, plus innovants. Et dans ce cadre-là, on s'était posé la question, suite à l'événement de la sortie du Scrum 2020, comment interpréter cet événement sous un angle agnostique, en se posant des questions, en prenant un peu de hauteur sur cet événement. Et on s'est dit que pour ça, le mieux, c'était de réunir des experts et d'en discuter à plusieurs pour ouvrir le débat. Et donc, on a invité 3 experts. Je vous présente aussi Florian, qui du coup fait partie de la communauté et avec qui on va co-animer cet événement. Et du coup, je laisse la main du coup à Florian qui va prendre la première partie de l'animation. Merci Vivien. J'espère que vous m'entendez bien. On a eu des petits soucis de micro. Bonsoir à toutes et à tous. Et déjà, merci de nous rejoindre. Si vous êtes là ce soir, je pense que c'est parce que vous êtes au courant. Depuis mi-novembre, le Scrum Guide a une nouvelle version. Alors, c'est la 6e depuis 2009. Et finalement, c'est une version qui retient énormément les attentions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est aussi une version que ces auteurs ont souhaité, selon leurs propres mots, moins prescriptive et aussi plus inclusive. Ça s'incarne notamment par un choix de langage plus simple qui va rassembler davantage de monde. Et forcément, cette mise en lumière, toute cette attention qui attire le Scrum Guide 2021, comment dire, ça pose un son lot de questions. Alors bien sûr, il y a des questions qui sont directement liées à ce que propose ce Scrum Guide, mais en prenant de la hauteur, et vous voyez que le nom s'appelle pas Scrum Guide 2020, mais Scrum 2020, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que Scrum en 2020, qu'est-ce qu'il incarne encore à une époque où les frameworks sont parfois critiqués ou remis en cause en tout cas. C'est une question qui est intéressante à poser sur Scrum en 2020. Et il y a aussi, comment dire, énormément de questions qui vont être liées, comme je le disais un peu plus tôt, aux innovations et aux propositions nouvelles. Et pour ça, on est rejoint par trois personnes, trois speakers que je vais laisser se présenter. Alors, on a Jean-Pierre Lambert, David Lézé et Nabil. Mince, je ne me souviens plus de ton nom, Nabil, je suis vraiment dans la merde. Mais désolé pour ça. Je vais vous demander de vous présenter rapidement si ça ne pose pas de problème. David, Nabil, Jean-Pierre. Commence, il faut que tu cites un nom. Vas-y, Jean-Pierre. Donc moi je suis Jean-Pierre Lambert. Alors j'ai mis le fond qui va bien. Donc moi je suis le créateur de Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Voilà. Si vous connaissez pas, allez-y, allez sur scrumlife.tv. Sinon, continue d'être fan. Voilà, moi à titre personnel, je suis plutôt du coup coach agile, coach qualité, indépendant depuis bientôt 2 ans. Et voilà, à bientôt sur Scrum Life. Merci. Nabil, tout d'accord. Désolé à nouveau. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc, Nabil Berkous. Donc, je suis. Alors, je me qualifie aujourd'hui comme coach en entreprise à mission parce que, au-delà de l'agilité, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce que peut apporter l'agilité en termes de réflexion sur la production de valeur et sur le rôle sociétal et environnemental des entreprises. Donc, je suis indépendant. J'ai une approche très agnostique de l'agilité et de Scrum. Donc, merci pour l'invitation. Merci d'être là, Nabil. Et on a David. David, que je te laisse te présenter. Enchanté. Merci pour l'invitation, David Lézé. Moi, comment je me qualifie? Je ne me qualifie pas. Par contre, j'aime bien accompagner les gens, les équipes et les orgas à créer des produits et si possible à prendre un maximum de plaisir au passage. C'est un peu une punchline que j'aime bien. Et l'agilité est souvent dans le panier qu'on apporte pour faire ça. Pas que, il y a plein d'autres trucs. Mais en tout cas, c'est un bel outil et je suis content qu'on en discute ce soir. Cool. Merci.
Avant d'entrer dans les questions, je vais vous parler un peu du déroulé. Forcément, je vais ouvrir le bal avec quelques questions. Mais l'idée de cette table ronde, c'est que finalement, tous les participants puissent se poser le plus grand nombre de questions à nos speakers. Donc, utilisez à mort la partie questions de Zoom. Si vous avez une question en tête qui a déjà été posée, n'hésitez pas à la liker pour qu'elle remonte on va essayer d'en dépiler le plus possible. Mais voilà, c'est la priorité à vos questions ce soir. Commençons avec une question de ma part. Si vous deviez résumer en 2 mots l'idée principale que vous retenez du Scrum Guide 2020, en 2 mots maximum, 1 ou 2, quel serait ce mot? Alors, je vois que David a un peu de mal, donc je vais laisser Nabil commencer. En 2 mots, je dirais non-événement. Très bien. Jean-Pierre? Par défaut d'avoir plus de temps pour réfléchir, on pourrait dire product goal. Product goal, oui, parce que j'essaie de me corriger. On m'a déjà dit product goal, qui est une des grosses nouveautés et qui, en fait, tant qu'on n'avait pas de vision produit, globalement, c'était toujours un échec. Voilà, au moins, on a ça qui est directement dans le framework. Merci Jean-Pierre. David? Et moi, juste pour l'amour du troll, je dirais plus agile. Ça fait 2 mots. Et que quelque part, c'est un des premiers trucs qui m'a frappé quand je l'ai lu. Donc, allons-y là-dessus. Très bien. Merci pour ça. Je pense que c'est intéressant aussi de voir si vous, en tant que qui assistez, si vous avez quelque chose des mots qui résumeraient ça, n'hésitez pas à les partager dans la discussion. 1 ou 2 mots maximum pour résumer la grande idée, votre perception de Scrum Guide 2020. Pour rentrer vraiment dans le vif, la dernière version du Scrum Guide, elle date de 2017. Et la question, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de celle de 2020? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je sais que Nabil a déjà quelque chose à nous dire parce que c'est un nom d'événement. Ouais. Vas-y, je t'écoute, Nabil. Enfin, pour ma part, effectivement, j'ai été très, très étonné de voir toute l'agitation autour de… Enfin, étonné, oui et non. Enfin, il y a des gens qui se servent d'un peu de tout et de rien pour faire du contenu et faire du buzz. Les personnes se reconnaîtront si elles écoutent a posteriori cette conférence. Pourquoi je dis que c'est un événement? Parce qu'en fin de compte, comme toute chose et comme le prône Scrum, on est basé sur la pensée empirique. Et l'empirisme asserte que tout est émergent. Absolument tout est émergent. À commencer par les processus, en disant la chose suivante, c'est que la gestion du processus est empirique. Ça veut dire qu'il se découvre. Bon. Donc, ça veut dire qu'il serait un non-sens de considérer que le Scrum Guide lui-même n'est pas une émergence. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, on dit qu'il est une émergence, certes, mais les différentes versions n'ont servi qu'à préciser, si je dois reprendre les mots de Ken Schwaber, augmenter la précision du produit. Il entend quoi par là? C'est à quel moment on estime que le produit est assez compris par ceux à qui il est destiné. Et aujourd'hui, les différentes versions qui ont succédé venaient juste à préciser un élément qui, à leur sens, donc Ken Schwaber et Jeff Sutherland, était évident, sauf qu'il n'apparaissait pas comme évident. Je vais prendre un exemple. Dans une des versions, je crois que c'est celle de 2017, où on précise que même pas le Scrum Master doit expliquer à la Dev Team comment elle doit s'organiser pour faire le travail qu'elle a à faire. Mais alors, pour ceux qui avaient compris le sens de l'auto-organisation et de l'auto-management, peu importe, on pourra discuter dessus, ça apparaissait comme une évidence. Moi, quand je le relis aujourd'hui, le Scrum Guide 20, enfin la version 2020, je n'y vois rien de différent de ce que j'ai pu enseigner dans mes formations depuis 4-5 ans. Et c'est ça qui m'a sidéré. C'est pour ça que je dis que c'est un événement, parce que je ne suis absolument pas en contradiction. Et les élèves que j'ai eus il y a 4-5 ans, ils disent oui, mais enfin, il n'y a rien qu'à changer finalement par rapport à ce que tu nous as enseigné. Donc, ce que je dis là, c'est que Scrum est une émergence, certes, mais que ces versions successives viennent simplement à préciser des choses qui semblent être des évidences pour les gens qui ont compris Scrum et préciser des choses pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Après, effectivement, sur cette ouverture explicite de changer de vocabulaire, je suis plutôt d'accord, mais je considère à mon niveau que c'est un événement. Ok, merci. Vous avez envie de réagir sur ce que dit Nabil?
peut-être, David? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant et je suis plutôt en phase. Il y a un truc d'ailleurs qui me fait appuyer un peu le discours, c'est, je sais pas, ceux qui ont suivi l'intégralité de l'événement de présentation de ce nouveau Guy Scrum. Dans la vache, c'était quand même un peu long. Ça a brodé de fou. Oh, ils nous ont sorti tous leurs potes qui ont redit. Alors, c'est très américain, donc quand on a l'habitude de lire des livres américains, on sait à quel point ils aiment se répéter. Mais là, voilà, c'était très, très marqué. Et moi, j'ai eu du mal à m'accrocher. Maintenant, pourquoi ils l'ont fait? Clairement, ils avaient besoin de le faire. Pour répondre à plein d'autres frameworks, pour rester dans la place, pour remettre des trucs. Si on crée un produit goal, c'est marrant. Bref, je pense qu'ils avaient un besoin, hein, un petit côté marketing derrière tout ça. Maintenant, est-ce que tout est acheté? Je pense pas. Je suis d'accord, le côté simplification et tout, j'achète. Déjà, les gens, ils avaient du mal à lire 17 pages. Bah, tant mieux, on va leur en faire 12. Mais est-ce que c'est un événement? Ouais, non, clairement, non. On n'a pas appris du truc incroyable. D'accord. Tu as des réactions peut-être, Jean-Pierre? Je suis très aligné avec ce que dit Nabil. Et effectivement, ça ne va pas changer la vie des praticiens, ça va changer la vie des coachs. C'est-à-dire que justement, moi, un exercice que j'aimais bien faire, c'est on se lit le Scrum Guide, on se prend 1 heure, 1h30, on lit le Scrum Guide, évidemment, on le commente. Et au final, il y a beaucoup de choses qu'on lit un peu entre les lignes, à l'éclairage de sa propre maturité qu'on a fait, de ses expériences et qu'on explique, et qui sont importants justement pour bien comprendre pour le mindset. Et là, on regarde le Scrum Guide 2020, il y a pas mal de ces choses qui sont plus du tout entre les lignes, qui sont juste le texte point barre. Et voilà, rien que les valeurs, précédemment, à chaque fois, c'était la même histoire. À chaque fois, je disais, alors les valeurs de Scrum, c'est ces 5-là. Et à chaque fois, je me rappelle, je brodais pour expliquer chaque valeur. Là, il y a un paragraphe. Ce paragraphe, il est nickel. On le lit, il y a toutes les valeurs, c'est fluide, ça s'explique, c'est clair. Il y a une phrase pour chaque et il y a un sens. Et c'est vrai pour la plupart des choses. La revue de sprint, on est passé d'une liste qui était bien parce qu'elle permettait de structurer c'est quoi cet événement qui est un des plus structurels de Scrum. Là, ils ont juste dit non, mais voilà, quoi. Voilà les livrables et c'est une réunion de travail. Voilà. Arrêtez de faire ils ont mis texto, arrêtez de faire des démos, arrêtez de mettre du PowerPoint. C'est limite écrit texto, c'est éviter les supports de présentation. Donc voilà, donc c'est quelque part, oui, on va avoir moins de travail à faire, d'explication. Globalement, le texte qui est dedans, il se suffit beaucoup plus à lui-même. Ce qui me fait plaisir, parce que la compréhension que j'en ai aujourd'hui, je ne l'ai pas eu en claquant des doigts. C'est aussi quelque chose qui a mûri justement au fil des années, à force de l'expliquer aux gens, de faire le parallèle par rapport à ce qui se passe. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est très bien. Et puis après, effectivement, il y a quelques petites choses qui sont corrigées. Comme je dis, le product goal, bon, on peut critiquer la forme, mais en tout cas, c'est un élément fondamental de toute bonne application. En fait, jusque-là, j'expliquais qu'il y avait 2 grandes manières d'appliquer Scrum. Il y avait en mode logiciel à la demande, où il y a un client pour qui on travaille. Et quand on fait ça, on n'exploite pas vraiment toute la puissance de Scrum. Et puis, il y a un mode produit, où là, justement, l'objectif de sprint fait vraiment tout son sens, etc. Là, c'est clair. Scrum Guide 2020, il n'y a qu'une seule manière de faire. C'est en mode produit, on a un sens, on y va, etc. Ça, je trouve ça très fort et très positif. Effectivement, si on est en mode logiciel à la demande, tant faire du Kanban, ça sera plus efficace. Et pourtant, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure David sur plus agile, il y a quand même quelque chose qui se passe entre 2017 et 2020, c'est tout d'abord le terme agilité qui existait encore une fois en 2017 est définitivement supprimé. Et ça commence par on est un framework lean. On n'est plus un framework agile, on est un framework lean. Et est-ce que ça, c'est de la poudre aux yeux? Est-ce que c'est en se disant on va faire du buzz autour de ça et effectivement il y a des coachs qui vont se renommer sur LinkedIn, ou est-ce que c'est une réelle prise de position? Qui veut prendre la parole? Alors, je veux bien réagir sur l'aspect ligne parce que moi, au contraire, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que, alors moi, lorsque je tente de transmettre ce que j'ai compris de Scrum, je commence à dire et à paraphraser une des phrases de Jeff qui disait que l'agilité, c'est du lean avec la collaboration du client pour créer le produit. Mais à la base, l'agilité, c'est du lean. Et moi, je le dis et je le répète, et je n'ai aucune honte
à dire que finalement, ce que l'on fait, c'est du lean. Mais c'est du lean porté à l'échelle de la valeur. C'est-à-dire que le lean pour le process, c'était effectivement le lean qu'on a connu au travail de Toyota Way. Mais maintenant, on fait du lean sur de la valeur. Et le lean sur la valeur, c'est réduire quoi? Le déchet. Et le déchet, c'est quoi? C'est bien ce que l'on produit qui n'est pas absorbé. Donc moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé Scrum comme effectivement, Scrum comme étant un processus prédictif en itératif, ça on l'a vu. Le fait de rajouter, tu sais, JP là-dessus, le fait de rajouter le product goal alors que Sprint Goal, il n'est même pas correctement appliqué. On commence par ça. Hein. Sprint Goal n'est même pas appliqué convenablement. Moi, le nombre d'équipes par lesquelles je suis passé en leur disant c'est quoi votre Sprint Goal? Le Sprint quoi? Ouais, ça existe ça, c'est dans Scrum? Ouais, c'est dans Scrum. Ah, Jean-Pierre veut réagir. Ouais, parce qu'en fait, une des choses qu'on a vraiment réalisé de manière très forte récemment, notamment au travers d'un atelier qu'on avait fait pour Frugagile, en fait, en gros, la base de l'atelier, c'est qu'au lieu de faire un user story map, on fait faire une vision produit et après, on fait faire un user story mapping. Oui. Et ça change vraiment fondamentalement les choses. Et tu vois, c'est pour ça que moi, ça va dans le bon sens parce que, en fait, c'est facile de faire des sprint goals si on a la vision et si on renverse le modèle. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question comment on fait tenir ce pavé de 6 mois dans des blocs de 2 semaines, mais quand on se dit on a 2 semaines devant nous, qu'est-ce qu'on va faire qui a de la valeur en 2 semaines? Et là, il n'y a plus de problème d'estimation, il n'y a plus de problème de priorisation. Tout glisse tout seul quand on arrive à prendre ce mindset-là. Et là, justement, ça dans ce sens-là. Donc, tu vois, pour moi, oui, évidemment que les équipes, elles n'avaient déjà pas le sprint goal, donc leur ajouter ça. Mais moi, pour moi, je peux le voir aussi comme, justement, alors on a un outil qui fait que ça va devenir facile de faire des sprint goals. Pour le coup, je suis plutôt en phase et je constate la même chose sur les sprint goals. Hein. Clairement, c'est une boucherie dans la plupart des équipes qu'on accompagne. Souvent, c'est un truc hétéroclite et bon, on peut pas, il y a juste 60 stories qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, bon, ça c'est pour la blague, mais c'est totalement vrai sur le terrain. Par contre, s'il fallait choisir entre les deux, je garde le product goal 100%. Parce que je peux me passer d'une équipe qui design des beaux sprint goals. Oui. Par contre, je ne peux pas me passer d'une équipe qui a une vision produit. Et je fais la même chose que Jean-Pierre. Souvent, quand je commence à aider un product owner sur un nouveau produit, je passe une demi-journée juste pour créer un elevator pitch. Et souvent, il y a 4 paragraphes. Et on prend 4 heures. Et à la fin, il y a la personne avec des grosses gouttes de sueur et elle n'en peut plus de la vie. Mais c'est le meilleur atelier que je fais et c'est le meilleur investissement de temps. À la fin, les gens ils sont hyper contents parce qu'ils ont une vision de produit, on est aligné, on sait où on va, etc. Et pour moi, ça manquait clairement à Scrum. Donc pour le coup, je suis content qu'il l'ait mis. Après, la dénomination, le machin, je m'en fous. Mais je trouve ça plutôt cool. Là-dessus, je vous rejoins, messieurs. Je suis d'accord avec vous. Et je rajouterais que le Spring Goal reste quand même un artefact nécessaire. Pourquoi? Parce que cette fameuse vision qu'on appelle le Product Goal, qui est finalement la Product Vision, il ne faut pas oublier qu'avec Scrum, on donne quand même la possibilité de pouvoir considérer qu'un sprint peut se justifier par lui-même. Ça veut dire que si moi, je suis partie prenante et que je te demande pourquoi je devrais rajouter 10 000 balles de plus, il faut que le sprint en lui-même est un but. Donc, le sprint goal est nécessaire dans tous les cas. On ne pourrait pas se satisfaire que d'un product goal. Le product goal, moi, je le faisais, mais indépendamment de Scrum. Ça veut dire que j'apportais, ça peut intéresser l'audience, Roman Pichler qui fait beaucoup de choses sur le product management agile. Donc, voilà, et Scrum était très clair là-dessus. Il disait, prenez tous les outils qui vous sont nécessaires dès lors où ça va dans le sens de Scrum. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on peut faire un constat et faire notre auto-analyse et se dire, nous, en tant que coach agile, à quel moment on a foiré sur le fait de dire un élément central comme le Spring Goal, on est un peu passé dessus. C'est les autres. Nous, on passe notre temps. Nous, on est les bons coachs, nous. On passe notre temps à passer après les mauvais coachs. C'est ça. Mais et le Spring Goal. Non, mais après, c'est aussi que souvent, quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, ils font n'importe quoi, mais que le n'importe quoi qu'ils font, c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire dans leur contexte. Parce qu'en gros, ils ont toujours des silos et ils ont des devs qui sont assignés à gauche à droite en fonction du projet qui varie ou de la phase du projet, au début ou à la fin. Il y a l'expert qui se balade et qui est sur 5 projets en même temps, ou les designers, on ne va pas en mettre un dans chaque équipe, évidemment. Et donc, en fait, quand ils sont dans ce type d'environnement-là, ils galèrent avec les estimations,
Ils veulent juste des estimations justes. Ils sont tapés dessus par le client parce qu'ils ne tiennent pas leur délai. Ouais. Ils se disent, ouais, ça serait bien là, faire des estimations agiles, machin chouette. Et en fait, non, vos estimations à l'ancienne, aujourd'hui, structurellement, c'est ce que vous êtes fait, c'est-à-dire de demander individuellement à chaque dev combien de temps tu vas prendre. Il y a tous les problèmes qui vont avec, mais c'est la meilleure chose à faire. Tant que structurellement, ils ne se sont pas mis, où on a des équipes où la notion d'estimation devient collective, où il y a une notion d'équipe et qui est durable dans le temps, etc. Et donc, c'est un peu la même chose aussi avec le sprint goal, c'est que, ouais, en fait, mais ils n'auraient juste pas dû faire Scrum, effectivement. Ou ne pas appeler ça Scrum. Je vais parler des questions qui nous sont posées. Alors, c'est une question à tiroir parce que c'est Christophe et François qui nous posent une question sur le rôle du Scrum Master. Tout d'abord, celle de Christophe qui dit que le nouveau guide fait porter la responsabilité de la performance sur le Scrum Master. Est-ce que ce ne serait pas en contradiction avec les principes d'auto-management qui sont également décrits dans ce nouveau guide? Et l'autre question donc, de François, c'est la nouvelle version… pardon, c'était Pierre, excuse-moi. Cette nouvelle version du Scrum Guide, est-ce que le Scrum Master a plus de poids qu'auparavant, dans le sens où il a un rôle de garant au sein de l'équipe? Est-ce que finalement, ce qu'apporte le Scrum Guide, ce n'est pas des modifications du rôle ou de la posture du Scrum? Je vais plutôt dire posture plutôt que rôle. Pourquoi moi ce truc-là il me fait réagir parce que Jean-Pierre il est au courant, mais voilà, il y avait quelqu'un qui disait des choses sur LinkedIn et qui disait ma chance est devenu un chef de projet. Mais absolument pas. Mais depuis le début, reprenez les premières versions, le Scrum Master est garant d'une chose, d'amener l'équipe à son plus haut degré de productivité. Toujours. Maintenant, est-ce qu'il en est responsable? Absolument pas. Ça veut dire quoi, responsable? À quel niveau? Est-ce que lui a la main là-dessus? Il ne peut pas. Par contre, lui, ce dont il est responsable, c'est vraiment d'amener le maximum de transparence. Ça veut dire quoi, la transparence? C'est amener le groupe à identifier des écarts entre ce qu'ils se racontent et ce qu'ils observent. Oui, ça, c'est son rôle et ça a toujours été son rôle. Ça a toujours été son rôle d'amener le groupe à se dire est-ce qu'il n'y a pas un écart de transparence? L'écart de transparence, c'est soit entre l'information qui communique entre nous, soit entre ce qu'on pense être utile pour notre utilisateur et ce qui ne l'est pas. Donc, ou alors des écarts de qualité. On pensait que c'était tip-top, en fin de compte, la definition of done, elle n'est pas respectée. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on a dû faire l'impasse, parce qu'on devait livrer plus tôt. Ah oui, mais est-ce qu'en ce faisant, vous respectez? Donc, finalement, sa posture, elle reste toujours la même. Une posture haute de quoi? De prescripteur de l'empirisme et les trois piliers de l'empirisme, donc la transparence, l'inspection et l'adaptation, et la posture basse du coach. Donc, ça veut dire amener l'équipe à se poser des questions quant à ces incohérences par moment. Mais son rôle d'amener l'équipe à son plus haut degré de productivité a toujours été marqué dans toutes les versions et ça n'en fait absolument pas pour moi un chef de projet, parce qu'un chef de projet est tenu sur un objectif de résultat qui est la conformité entre ce qui a été produit et ce qui a été spécifié. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais je veux bien savoir ce que mes collègues pensent dessus. Je vais prendre la parole. En fait, je pense que cet élément-là du Scrum Guide 2020, il est peut-être le plus représentatif de la différence de culture entre d'où il vient, qui est effectivement… C'est quand même une production mondiale, parce que derrière, évidemment, c'est ces bons vieux Ken et Jeff qui sont mis en avant et qui sont notés en gros, mais il y a quand même toute une communauté, il y a tout Scrum.org, donc il y a vraiment toute une communauté qui en parle. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un site où on peut y aller, soumettre des propositions, etc. Malgré tout, voilà, ça reste quand même un truc avant tout américain. Et en fait, justement, nous, ça nous choque en tant que Français, parce que voilà, on voit ça, on voit responsabilité, on voit qu'il va se faire taper dessus si ça va mal. Alors qu'en fait, il faut plutôt le comprendre comme… C'est la phrase de Spider-Man, en fait. Normalement, on doit avoir un alignement entre les enjeux et les moyens, entre les responsabilités et la marge de manœuvre qu'on donne pour le faire. Moi, quand je montre le guide Scrum, effectivement, je commence par la fameuse fable du poulet et du cochon qu'ils ont viré très vite dans l'historique du Scrum Guide, justement pour illustrer ce côté-là il y a les gens qui jouent leur peau, et c'est eux qui décident. Il faut un alignement entre ce qu'ils risquent et les moyens qu'ils ont. Et là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on dit officiellement tu es responsable de l'efficacité de l'équipe,
ça veut dire aussi implicitement qu'on t'en donne les moyens, qu'on t'en donne la légitimité. Et là, ça clash. Donc effectivement, ça va clasher avec ce qu'on voit souvent. Mais le clash, n'est pas tant de est-ce que c'est un problème qu'on ait des Scrum Masters qu'on peut tenir responsables? Le problème, c'est quand ça se fait qu'on ait des Scrum Masters qui sont un peu impuissants et qui ne puissent pas faire plus que faire entre guillemets, le coach de je me balade et je parle un peu aux gens. À un moment donné, on fait partie de cette équipe, elle a des problèmes, on devrait pouvoir aller voir leur gars et dire non mais c'est pas possible, là il faut qu'on travaille autrement, il faut qu'on avance, et un peu plus que juste la capacité à parler, à convaincre les gens, voilà, qu'on ait quand même la légitimité qui va avec le rôle. Et je pense que ça reflète aussi une vision qui n'a jamais été assumée du framework, qui est tu fais ta transfo, qu'est-ce que devient le chef de projet, qu'est-ce que devient le manager? Il y en a un qui devient PO, il y en a un qui devient SM. Ça serait un manager, on écrirait texto ça dans la fiche de poste, tu es responsable de l'efficacité de ton équipe et ça ne choquerait strictement personne. David, tu veux réagir? Ouais, clairement, je pense que ça fait écho à deux de nos mâles en France sur le rôle de Scrum Master. Le premier qui est le Scrum Master chef de projet, qu'on a quand même pas mal. Une belle représentation de ça. Et je pense que du coup, quand on lit ce nouveau Scrum Guide, ça fait écho à ça. Les gens peut-être se sont sentis aussi… Enfin, c'est peut-être pour ça que ça a réagi. Et le deuxième étant celui qu'on vient de citer, le dev qui a un rôle de Scrum Master, et ce qui n'est pas déconnant, loin de là, dans la philosophie, c'est un rôle et pas un poste. Donc, il peut être pris à 100%, il peut être, mais voilà, et qui lui n'a absolument aucun levier. Tu es Scrum Master, félicitations. Par contre, démerde-toi. On lui donne un chronomètre. Ouais, voilà, on tire un chronomètre, c'est cadeau, c'est tout ce que tu auras, tu pourras timeboxer tes délits. Lui, pour le coup, je pense qu'il aimerait bien être un petit peu plus responsable, accountable, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a pas mal réagi sur le sujet, c'est parce que ça a piqué un peu là où ça fait mal. Et comment dire, le fait qu'aujourd'hui, comment dire, il y a cette espèce de mise à jour, le product goal et éventuellement d'autres choses du type, tiens, les estimations n'ont plus l'air aussi essentielles qu'avant, etc. Est-ce que c'est pas j'imagine que c'est la responsabilité de l'équipe, mais est-ce que le Scrum Master ne va pas être l'acteur de cette transition du désormais il y aura un product goal, désormais si les estimations ça ne vous dit plus, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle qui va être important, pas sur le fait dans le Scrum Guide, mais sur la transition entre l'ancienne version et la nouvelle. Est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait être fait absolument, selon vous, de passer, dire maintenant, ouais, un product goal, on va l'avoir, on ne l'a pas encore, maintenant on va l'avoir, on en a besoin. Moi, je l'ai énoncé tout à l'heure, ça ne va pas changer la vie des praticiens. Ça va changer la vie des coachs qui expliquent Scrum. Ouais. Mais pour les praticiens, enfin, encore une fois, s'ils ne le font pas trop mal, ok, bon, il y a une notion de product goal, qu'ils le fassent pas. À la limite, c'est intéressant, c'est le challenger dit. Est-ce que vous trouveriez ça intéressant d'avoir un niveau intermédiaire entre votre vision produit, vraiment globale, lointaine, et un niveau à multi-sprint, mais quand même plus proche, et surtout qu'il y ait une notion d'objectif, donc avec une notion vraiment très concrète, comment on le mesure, comment on y va. Finalement, ouais, il y a un autre niveau, quoi. Chaque sprint nous amène au product goal et un ensemble de product goals nous amène à la vision produit. La vision produit est toujours là. Voilà, pourquoi pas. Mais c'est un détail finalement dans l'histoire, parce qu'ils ont déjà normalement une vision produit, une direction, etc. Et c'est pareil pour tous les changements. On leur interdit toujours pas de faire leur daily comme avant, mais en même temps, si l'équipe était mature, probablement qu'elle faisait déjà son daily autrement, et ainsi de suite. Pour les praticiens, je pense pas que ça change la donne, et en fait, ils sont au stade où ils se la posent plus la question, en fait. Normalement, si l'équipe, elle tourne, c'est pas… En tout cas en France, parce qu'il y a quand même, on n'a pas le même truc avec le côté appliquer Scrum by the book, être certifié, etc., forcément doté, mais bon, effectivement, on est plus dans cette logique agnostique, le hashtag #NoFramework, sur le fait que ouais, on va trouver son chemin, et qu'à la limite, c'était un point de départ, c'était peut-être un bon point de départ, mais qu'après, il faut, de toute façon, on va faire son chemin. Je ne vais pas forcément parler d'adapter les process pour être manié, c'est juste on va faire notre chemin. Ok.
J'ai une question qui est directement pour David, de la part de Genima. Je vais la retrouver, ça bouge beaucoup. David, comment réagir quand tu es face à un recruteur qui te demande de garder les deux casquettes, chef de projet et Scrum Master? En gros, il dit bah, c'est bien, tu fais les deux. Après tout. C'est une bonne question. Je l'ai eu avec quelqu'un aujourd'hui qui cherchait des conseils sur comment devenir Scrum Master, etc. Et justement, je lui pointais ça du doigt en disant bah, fais attention parce qu'il y a quand même un anti-pattern assez répandu dans notre contrée qui est cette double casquette. Personnellement, je pense qu'il y a une histoire de conviction derrière et surtout une envie profonde. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu veux dédier ton énergie à l'agilité, que ce soit via Scrum ou autre, c'est pas la question. Bah, peut-être ce sera pas le poste pour toi et juste faut l'assumer. Et moi je l'ai fait en disant bah non, j'irai pas là parce que ce que vous me demandez c'est 80% de reporting pour 20% de Scrum Mastering versus bah, en fait c'est ok. Donc c'est vraiment une question enfin, pour moi elle est personnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Je sais que moi, ce n'est pas mon cas, mais je ne juge pas les gens qui ont envie de porter cette double casquette. Ok. J'en profite juste pour répondre à une question que j'ai vue passer qui m'a amusé. Les 3 questions du Daily Scrum ont disparu, vous savez pourquoi? Ouais, parce que c'était tout pourri. Voilà. Oui, je pense que, arrêtez-moi, je pense que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était pas absolu. C'est ce qui a renforcé le côté chrono, hein, je pense, les 3 questions. Je ne suis pas forcément d'accord. Ah, vas-y. Je ne suis pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que là aussi, le Scrum Guide, il cherche juste à nous donner un moyen pratique de mettre en place ce qu'on appelle l'empirisme. C'est-à-dire qu'il y a 2 gars qui ont réfléchi, qui ont dit, bon, OK, si on dit l'empirisme, comment on fait gagner du temps? Ils ont inventé des rôles, ils ont inventé des événements. OK, très bien. On les prend, c'est histoire de ne pas avoir à refaire tout le mécanisme de réflexion. Ils en arrivent à un événement d'inspection quotidien qui s'appelle le daily. OK. Le daily a une vocation, c'est d'inspecter et seulement inspecter l'avancement au regard de quoi? Du Spring Goal, voilà, on ne va pas plus loin. Donc, si tu prends les différentes versions du Scrum Guide, vous voyez que les phrases sont les suivantes. Qu'est-ce que j'ai appris hier en réalisant ce que j'ai réalisé qui nous a avancé par rapport au Spring Goal? Qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui pour nous en rapprocher davantage du Spring Goal? Quel problème j'ai identifié qui fait craindre que l'équipe va être ralentie quant à l'atteinte du Spring Goal? Sauf que ce qu'on a fait, ce qui s'est observé empiriquement, c'est que les gens ont tronqué la fin de la phrase en virant le Spring Goal. Pourquoi? Parce que cela faisait chier le Spring Goal. Et donc, du coup, les gens sont venus pour dire finalement un status meeting. Ah bah tiens, moi j'ai fait ça. Moi hier j'étais à la piscine. Ah moi tiens, on n'en a rien à foutre de ton temps. C'est ça. Tu es un adulte accompli, on te fait confiance. Par contre, c'est seulement l'information qui est nécessaire pour savoir de dire où est-ce qu'on en est du Spring Goal, est-ce qu'on s'est rapproché, est-ce qu'on s'en est éloigné et qu'est-ce qui nous éloigne de le faire. Merci d'avoir complété parce que évidemment, il y avait du troll dans ma réponse et un tout petit peu. Mais c'était l'explication de texte était parfaite. Ce point, encore une fois, on le voit partout en point de reporting avec un Scrum Master chef de projet qui relève les copies. Tu as fait quoi hier? Tu comptes faire quoi aujourd'hui? C'est juste totalement à l'opposé de ce qu'on a envie de créer sur ce moment-là. Et moi, je suis content pour le coup que les 3 questions aient disparu parce que l'essence de ce qu'ils avaient voulu mettre était bon, que tout le monde en a fait était mauvais. Donc, je préfère que les Scrum Masters réfléchissent à un autre moyen de faire ce point de synchronisation en se basant sur leur Kanban. Il y a plein d'alternatives parce que, empiriquement, ce qu'on en a fait n'est pas bon, quoi. Tu vois, David, moi, je suis d'accord avec toi et je me dis la chose suivante, c'est que ce n'est pas une question de compréhension. Les gens qui travaillent maintenant dans ces métiers-là, ils sont passés par l'école ou s'ils ont fait un petit peu d'école ou alors ils ont une tête un peu bien faite. On est intelligent, on sait lire le français, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives face à des trucs aussi bêtes que des questions en rapport avec le Spring Goal et que tu en fais l'impasse, ce n'est pas une question de compréhension. Hein. C'est une question de mindset. J'ai vu ça dans les questions passées à un moment donné. C'est une question de savoir-être. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau des concepts qui n'y est pas.
C'est-à-dire qu'il y a un truc sur lequel nous, en tant on va dire, évangéliste, je reprendrai d'ailleurs sur le mot évangile, c'est marrant, on n'a pas su apporter. C'est-à-dire qu'il y a des éléments conceptuels qu'on n'a pas su faire passer parce que quoi? T'as beau ajouter les questions, les retirer, rajouter des valeurs, eh ben, il y a quelque chose qui ne s'opère pas au niveau de la compréhension. Normalement, on devrait comprendre les choses telles qu'elles ont été, on va dire, telle qu'a été leur intention. Pour autant, malgré les ajustements qu'on peut faire sur Scrum Guide 2020, on retire, on change le nom. Ah non, attends, c'est plus des développeurs, on appelle ça des développeurs de produits. Ah non, c'est pas des développeurs de produits, c'est des En fin de compte, il y a quelque chose au niveau des concepts qu'on n'arrive juste pas à saisir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que d'un point de vue du mindset, on passe pas assez de temps. On met dans les mains un outil de quelqu'un qui ne sait même pas à quoi sert l'outil. C'est ma perception. C'est un autre point qui est hyper important, hyper intéressant. Je ne sais pas si on va le creuser parce qu'on pourrait y passer 2 heures, mais oui, je suis en phase là-dessus. Clairement, il y a un certain déphasage entre ce qu'on peut lire dans un guide Scrum et en termes de mindset et la réalité de ce qu'on peut observer là où sont les gens dans leur chemin. Tout à fait. Et il y a une question. Oh, pardon, je t'ai coupé, Florian. Non, excuse-moi, Jean-Pierre, vas-y, continue. Non, j'allais dire, c'est que. Et en même temps, vous le savez très bien qu'une des choses les plus difficiles et les plus fondamentales aux équipes, c'est réussir à construire une compréhension commune. Et donc, c'est aussi pas si simple que ça de réussir à passer un mindset. Et que d'ailleurs, une des manières classiques qu'on a pour bien se comprendre dans une équipe, c'est de donner des exemples. De voir, ok, ça doit faire ça, regarde, quand il se passe ça, il arrive ça. Et donc, c'est très compliqué quand on écrit ce genre de choses. Si vous avez déjà fait des audits, vous pouvez aussi avoir le même genre de problème. Comment on fait la part des choses entre la partie concrète, qui ne se veut pas prescriptive, mais plus à titre d'exemple. Et c'était comme ça jusque-là. Hein. Les 3 questions, c'était pas il faut faire le délit comme ça. C'était voilà une manière dont vous pouvez animer vos délits. Et le fait qu'effectivement, il faut rester au niveau et que ce soit pris autrement. Et on le retrouve de plein de manières différentes. Il y a tout à autre chose qu'effectivement, ils ont allégé. Enfin, je sais que voilà, c'est pas du tout facile de trouver le bon équilibre entre je donne des éléments de concret pour que les gens y aillent, et ainsi de suite, et au revers, j'en donne pas. Et c'est quelque part un des malheurs de Safe aussi. Voilà, enfin, il y a une des personnes, j'ai passé un entretien, elle m'explique au bas les estimations, un point, c'est un jour homme. Non, dans Safe, il y a un outil qui repose pour t'aider à créer ton référentiel et démarrer. Mais en gros, dès que tu as ta première ou tes 3 premières user stories, tu l'oublies ça et tu passes en mode relatif. Ah, et tu n'es pas obligé de l'utiliser. Donc, c'est très compliqué de donner des outils, de donner du concret sans que les personnes s'en emparent comme c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est juste une piste, un exemple, à moi de l'envisager, est-ce que c'est pertinent? Ou alors juste pour démarrer. Mais je dois toujours être dans une logique d'inspection, d'adaptation. Le délit, sachant que c'est très facile de jouer avec, hein. Ça dure 15 minutes, au pire on se rate de 15 minutes et le lendemain on peut tester autrement. Ouais, c'est vrai. J'ai François qui réagit en disant « Restons propres ce soir, ne parlons pas de Safe ». Mais j'ai une question qui vient de Thierry, qui est pas mal remontée et qui est intéressante. On parlait de concret. En gros, c'est vrai que cette version du Scrum Guide, elle a envie d'être inclusive, donc de dépasser l'IT, de dépasser le digital. Est-ce que vous auriez peut-être, dans des retours d'expérience à vous, envie de raconter l'application de Scrum? Alors, dans d'autres contextes que l'IT, des choses que vous auriez vues qui pourraient raconter que Scrum fonctionne ailleurs, par exemple? Oui, personne ne dit rien. Alors déjà, il y a un premier exemple. L'équipe qui fait la traduction française du Scrum Guide travaille en Scrum. Voilà, c'est déjà un exemple. Ils font un travail de traduction, ils se structurent en Scrum, etc. Il y a des gens qui font de l'industriel, voire qui construisent des gros trucs, des systèmes critiques, etc., qui utilisent Scrum. Dans l'industriel, ça commence à bouger beaucoup. En fait, il y a pas mal de monde. C'est juste qu'effectivement, c'est peut-être pas la majorité et surtout, on en parle moins. Mais il y a pas mal de monde. Donc, c'est pas tellement que le Scrum Guide dépasse l'IT. Ça fait déjà un moment en fait qu'il dépasse l'IT. C'est juste que maintenant, en fait, ça serait bien que ça soit plus reconnu et que ça soit du coup plus généralisé.
Mais des expérimentations, et notamment réussies, il y en a dans pas mal de domaines de sites de la. Mais c'est vrai que c'est moins connu, tout simplement. J'ai accompagné une équipe de com interne, par exemple, sur la mise en place de Scrum. Bon, c'est pas de l'IT, c'était de la com. On a fait ça chez nous aussi sur des gens au niveau qualité, sécurité, com aussi. C'est les fonctions transverses. Alors souvent des mix entre du Kanban, du Scrum, etc. Pas forcément des choses by the book totalement, mais clairement ça marche bien, c'est cool. Et, On va avoir le mindset. Et le fait que, voilà, c'est ça, le mindset, et le fait que, par exemple, que dans l'IT, il y a quand même beaucoup d'organisations qui l'appliquent mal ou qui, globalement, se composent un peu comme une pizza à la carte en disant, tiens, je vais prendre ça et pas ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va vite arriver dans les autres registres que l'IT? Est-ce que c'est quelque chose qui, globalement, on aura les mêmes symptômes, ou est-ce qu'au contraire, on va en être préservé? Je pense que la réponse est un peu dans la question, désolé. C'est très possible. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien parce que ça a été pratiqué plus largement. En fait, je pense que les gens qui découvrent l'agilité en isolation vont assez naturellement se poser les questions, faire leurs propres recherches, se dire user story, c'est ça, tac, tac, je vais. Non, attends, c'est quoi une user story? À quoi ça sert vraiment? Comment ça fonctionne? Et du coup, assez naturellement, avoir un. Je sais pas si c'est un mindset, en tout cas, une approche plus authentique finalement, qui va donc plus aller vers le fond. Effectivement, avec plus de monde, ça sera plus facile de ne pas se poser les questions, de juste appliquer des recettes. Parce qu'en fait, la difficulté de ces personnes-là qu'elles ont aujourd'hui, c'est qui l'a fait? Où est-ce que je suis le premier à le faire? Donc oui, des retours d'expérience, j'en ai plein, mais ils sont tous dans de l'informatique. Donc ça m'inspire qu'à moitié. Je vois bien qu'il faut que je fasse les choses autrement. Donc je suis obligé de réfléchir, de me poser les questions. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Comment je le fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Un incrément produit, ça veut dire quoi? Sur mon type de business, sur mon type de produit. Donc effectivement, on aura peut-être ce risque que c'est la facilité de la recette, quoi. On va faire comme eux, ils ont fait un tour d'expérience, ça marche bien, je fais pareil. Ok. D'autres réactions sur le sujet? Parce que je vois qu'effectivement, il y a François qui posait la question, est-ce que finalement la version 2020, elle est mieux armée contre le fake agile? Est-ce que en voulant, effectivement, en étant parfois beaucoup plus clair, ou est-ce que finalement les mêmes écueils se retrouveront? Je pense que Nabil, tu as une réaction. Pour moi, c'est la même chose, effectivement. Donc, tous les efforts qu'on pourra… on ne peut pas enseigner la complexité sans par là même accepter le fait qu'il y aura une compréhension qui sera forcément inattendue, imprédictible de ce qu'on va délivrer. Donc, moi, je pense qu'au-delà des intentions qu'on peut leur prêter de marketing et ainsi de suite, le Scrum Guide doit rester super simple et super basique avec l'enseignement suivant. Le Scrum Guide ou Scrum, ce n'est qu'une application concrète de comment des humains arrivent à fonctionner en empirique. C'est tout. En gros, si on restait vraiment sticky à ça et on ne se cassait pas la tête sur les règles, on ne perdrait pas de vue finalement ce sur quoi peut-être on passe très vite, à savoir les 3 valeurs de l'empirisme et les deux assertions fondamentales qui sont la connaissance vient de l'expérience et les décisions doivent être basées sur le connu. Bon, si on passe là-dessus, déjà, voilà, si on ne fait pas l'impasse là-dessus, on se dit qu'il y a une révolution philosophique à opérer avant tout. On passe de l'approche, on va dire, cartésienne, newtonienne, à une version, Edgar Moriniste, c'est-à-dire à considérer que tout est ensemble et que la complexité, c'est de l'émergence. Si on accepte ça, on accepte de changer un mindset radicalement différent. Et je pense qu'il faut venir avec une intention. Cette intention, c'est de transmettre aux personnes qu'on souhaite accompagner cette conscience qu'on ne peut pas prédire les choses, bien qu'on soit attaché viscéralement, nous, êtres humains, à vouloir prédire la conséquence de nos actes. Si on embrasse l'empirisme véritablement, eh ben, ça bouscule cette pensée qu'on peut prédire les choses. Ça bouscule, parce que l'empirisme dit le connu, il survient a posteriori de l'expérience. Donc, ça veut dire que je ne sais qu'après avoir fait. Donc ça, c'est une première des choses. Et donc, si on fait l'impasse là-dessus, je vous le dis, on aura beau expliciter, rajouter les valeurs, rajouter machin, ça ne passera jamais parce qu'il
d'un point de vue philosophique et d'un point de vue du concept même, il y a quelque chose qui manque. Je me réfère juste à votre sous-titrage sur le nouvel évangile. Moi, j'aime bien, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que l'évangile réfère à quoi? À une parole absolutiste. Parce que l'évangile, voilà, c'est la parole de la Bible, la parole qui dit ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais nous, on doit passer le cap de l'absolutisme pour amener les gens à penser le relativisme. Le relativisme, c'est de se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité ne peut pas être sue à l'avance, elle va être découverte en chemin. Si on reprend la genèse de Scrum, qui est les écrits de Takeshi Nonaka sur le New Product Development Game, ils disent bien la chose suivante: tout ce dont vous avez pensé d'un produit à l'instant T ne constitue que des suppositions. Vous allez découvrir ce qui constitue de la valeur à travers les expérimentations, à travers le temps. Donc, quand je vois le nouvel évangile, bien sûr que ce n'est pas un nouvel évangile, ça n'a pas été pensé pour un nouvel évangile, mais si tu donnes un framework à des gens qui ont un mindset à penser comme au temps de l'évangile, donc ça veut dire il y a un book qui est la vérité et qu'on ne peut pas contredire, et qu'est-ce qu'il faut suivre, et c'est quoi la règle, et ainsi de suite, c'est capoter d'avance. Donc je pense que notre combat, entre guillemets, en tant qu'agiliste, c'est vraiment mettre l'accent sur quoi? Sur l'empirisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous pouvez retirer tout de Scrum, prenez juste l'empirisme, appliquez-le, vous appliquerez Scrum mieux que la plupart des équipes qui ont appliqué Scrum pendant des années. Une réaction à ce que dit Nabil? Clairement, tu le vois sur le terrain, tu arrives dans des équipes où les gens ils te disent je voudrais essayer Scrum. Ok, pas de souci. Par contre, je vais faire tout comme avant. Je voudrais savoir mon planning, mes délais, mon budget, etc. Tu commences par là. J'ai eu il n'y a pas longtemps. Troisième réunion de suite, troisième réunion, même. Ouais, ça n'aura aucun sens. Je peux te dérouler des rituels. Je peux te faire des pratiques, machin. Tu n'auras aucun sens, tu n'auras aucun intérêt. Donc, d'abord, essayons de focaliser là-dessus avant de passer dans le détail de qu'est-ce qu'il y a dans le Scrum Guide. Et par contre, c'est bien qu'il y ait du détail parce que c'est le côté chouari. Il y a des gens, ils sont au chou et ils ont besoin de pratiquer le chou sur un truc comme le Scrum Guide qui est clair, qui est facile à suivre. Un Scrum Master, quand il commence, passer une bonne arme. Mais voilà, sans la culture, sans la philosophie, il y aura, c'est des jolis coups d'épée dans l'eau, mais ça reste des coups d'épée dans l'eau. Ok, on a une question d'Olivier. Si vous deviez le réécrire, ce Scrum Guide, en choisissant un élément à modifier, lequel vous choisiriez de modifier, et bien sûr, pour quelle raison? Ouais. Prenons le temps d'y réfléchir et on va essayer de voir s'il n'y a pas une question qui pourrait émerger. Une question peut-être plus simple et que je vais allouer à qui je vais la mettre en accordéon avec une autre. Prenez une startup de 40 personnes. Est-ce que Scrum peut fonctionner à condition que toute l'entreprise accepte la méthodologie, ou est-ce que finalement il suffirait qu'il n'y ait qu'une partie de l'entreprise qui accepte? Et dans ce cas-là, comment on fait quand on est dans une énorme organisation où il y a 1200 personnes, 3000 personnes, et vous avez même ne serait-ce que la DSI, où finalement vous avez déjà plusieurs centaines de personnes? Comment vous faites pour que ça prenne et alors, je ne vais pas dire appliquer à la lettre, mais en tout cas, appliquer l'empirisme tel que tu le présentais, Nabil, et que ça marche. Parce qu'en fait, finalement, c'est pas désolé, je parle un peu trop là, mais ce n'est pas le fait de mettre des rituels qui est important. C'est réussir à récupérer ce mindset, cet empirisme que tu décris. Donc, globalement, comment on fait? Et après, on partira sur cette question sur que voulez-vous changer si vous aviez un coup de baguette magique. Alors, moi, pour avoir accompagné récemment ce qu'on appelle une transformation, j'appelle ça une mutation parce que, en fin de compte, je considère que l'homme a fait à un moment donné un grand schisme avec la nature et s'est considéré en dehors de la nature et a commencé à vouloir la domestiquer. Ça a commencé à peu près il y a 9000 ans. Et à partir de ce moment-là, il s'est doté la folie suivante, c'est de se dire, si je domestique la nature, c'est-à-dire la faune et la flore, je vais pouvoir prédire ses comportements et donc je vais pouvoir m'assurer ma survie.
c'est une hérésie, c'est une pensée qui est fausse, mais c'est celle qui a mené au monde que l'on a aujourd'hui. Donc, peut-être revenons au fait que les humains et les systèmes humains sont des systèmes vivants qui respectent les mêmes lois que la nature en règle générale. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Donc, ça veut dire que avant même de considérer, par exemple, lorsque je dois faire une transformation d'une organisation, eh bien, est-ce qu'il doit y avoir des prérequis à cela? Est-ce que ça doit suivre un plan particulier? Moi, je vais vous dire que non. Pourquoi? Parce que tout est émergence. Tout est émergence. Vous êtes une émergence de vous-même, c'est-à-dire vous avez été une graine fécondée, un spermatozoïde a fécondé un ovule, et vous êtes maintenant un être accompli avec des pensées complexes, des rêves, et ainsi de suite. Un arbre, c'était précédemment une graine qui a germé, et donc un arbre est bien une émergence, donc ce n'est pas un assemblage. Okay, dans l'univers, il n'y a rien de tel qui soit un assemblage d'éléments élémentaires et par des processus. Il n'y a pas de processus de fabrication d'une entreprise. Okay, ça n'existe pas. C'est forcément une émergence. Une entreprise, ça commence toujours par 2 copains, 3 copains qui parlent, blablabla, et machin truc, et après ça grossit, et ainsi de suite. Donc tout est émergent. Maintenant, si on revient à ces questions, comment on ferait pour faire embrasser Scrum dans une entreprise? La même réponse. Vas-y par la contagion. L'émergence commence par une petite équipe et fait-la grandir. Maintenant, soit le mindset général va l'étouffer, il l'étouffera, soit par la multiplication de ces expériences, au bout d'un temps, ça fera que ça prendra. Mais par contre, se dire, ah, attention, sur les 1500 personnes, il faut que je stoppe tous les process et ainsi de suite, c'est un mort. C'est mort. Le business as usual, il doit continuer. Sinon l'entreprise, en tant qu'élément vivant, meurt parce qu'elle n'a plus de ressources. Okay, donc, il faut que ça continue. Mais garde en tête que c'est forcément une émergence. Donc, ça peut commencer par une petite équipe qui fait quelque chose dans son coin et qui influence le reste de son organisation à ses abords et qui la fait muter petit à petit. Mais gardez en tête la chose suivante, c'est que nous sommes des systèmes vivants et que la mutation d'une entreprise sur ce mindset, sur la pratique de Scrum, fonctionne de la même manière. Soit, entre guillemets, tu auras envoyé assez de doses convaincantes pour dire au système de switcher, soit, entre guillemets, ça aurait été un épiphénomène et on aura dit, ah, regardez, cette équipe, elle a bien fonctionné en Scrum. Maintenant, vous reprenez les membres de cette équipe, vous les splittez et vous les envoyez faire du Scrum à droite et à gauche. Voilà, là aussi, c'est une vision mécaniste, simpliste, réductionniste qui nous est issue de quoi? De la Renaissance et puis de notre esprit cartésien et newtonien. Là, il nous faut embrasser un nouveau mindset qui est le mindset de la complexité et c'est radicalement autre chose. On n'a pas une vision objectale de l'univers, on ne considère pas qu'un homme est égal à un homme. On est tous des processus en devenir, y compris nos entreprises et y compris les équipes que l'on intègre, pour renouer ce caractère humain et le caractère biologique de nos organisations et arrêter de les penser comme étant des machines que l'on peut switcher en modifiant de 2 ou 3 paramètres. David, une réaction peut-être? Ouais, donc carrément, je suis en phase. Je pense que l'utilisation du cercle vertueux reste une très bonne approche pour aller diffuser de l'agilité. Après, évidemment, oui, c'est un système et oui, il y aura de l'homéostasie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Donc, préparez-vous, ça va arriver et c'est normal. Et donc, il faut composer avec ça. Par contre, moi, j'aime bien le côté commencer par une petite équipe. Je crois que c'est dans une conf de Jeff où il raconte ça d'ailleurs. Une des premières fois où il a voulu tester Scrum, il est allé je crois que c'est une banque et il a dit donnez-moi l'équipe la plus pourrie que vous avez, celle qui ne performe pas, là, vous ne savez pas quoi en faire, et filez-moi un endroit et laissez-moi tranquille et laissez-moi la main libre sur comment on travaille. Il a fait ça pendant 6 mois. C'était l'équipe la plus performante de la banque. Et après, il a fait de la contagion. Donc, les créateurs du truc eux-mêmes ont pris ce genre d'approche. Et par contre, il faut un minimum de top-down. Enfin, ça, c'est le côté bottom-up. Il faut un minimum de top-down, sinon il y a un plafond de verre qui arrive très, très vite et qui fait qu'on va casser tout. Enfin, voilà, on va tuer tout dans l'œuf. Et c'est très frustrant pour les équipes pour qui ça performait bien. Donc voilà, c'est un subtil mélange entre ce cercle vertueux bottom-up et puis un minimum de sponsoring top-down qui permet de créer le terreau pour faire ça, quoi. Jean-Pierre, de ton côté? C'est un classique, hein, on fait la transfo de la DSI, puisque voilà, IT, et puis on se rend compte que c'est compliqué en fait tant qu'on va pas plus loin, et c'est
c'est pas spécialement Scrum, c'est plutôt l'agilité, ou comme le dit Nabil, c'est ce mindset de l'empirisme. C'est ça, c'est ce qui va se passer. C'est qu'effectivement, ou comme dit David, le plafond de verre. Effectivement, on va se retrouver, on va être coincé. Moi, j'aime bien toujours citer l'exemple, j'avais vu, c'était retour d'expérience de Thales. Ils ont passé, alors vous imaginez que c'est un gros truc, du coup, Thales. Ils ont passé toute la partie finale en production, la DSI, en agile. Ils étaient super contents. Ça marchait mieux, ça délivrait plus vite, etc., tout ce qu'on veut. Mais pourtant, ils se retrouvaient toujours sur des projets pourris. Parce qu'en fait, le commercial, il continuait en fait de gagner des appels d'offres parce qu'il était le moins cher. Donc en fait, au final, tu as beau être en agile, tout ce que tu veux, si tu n'as juste pas le budget de réussir le projet, forcément, tu le rates. Donc en fait, voilà, donc de toute façon, tu es obligé d'emmener dans cette même dynamique. Un des fondements, c'est que tu changes le contrat. C'est-à-dire que tu n'es plus à dire tu auras ça pour telle date, mais de dire écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on va se revoir dans quelques semaines et il y aura quelque chose. Et ce quelque chose, il aura de la valeur. Voilà. Le contrat, ça devient celui-là. Donc, tu es obligé d'avoir un changement avec la personne avec qui tu fais ce contrat-là. Et c'est pareil, ou quand on commence à dire le plus important, c'est l'équipe. Puis au bout d'un moment, on fait les entretiens individuels annuels pour gérer les augmentations parce que comme tous les ans, en fait. Et là, comment on fait? Et puis du coup après, 3 mois plus tard, tout le monde repart dans son coin parce qu'il y en a un qui est objectif sur le nombre de lignes de code, un autre sur le nombre de bugs qu'il trouve, un autre sur le nombre de design qui sort. Et voilà, on est obligé aussi d'emmener cette dimension-là. Donc, on est obligé d'emmener toute l'organisation vers l'agilité sans forcément que ça veuille dire Scrum partout. Après, si on demande à Jeff ou à Ken, forcément, ils vont dire c'est Scrum la réponse à tout, mais ça, c'est un autre débat. Merci. Et donc, on revient à cette question qui sera la dernière de la soirée, puisqu'on a déjà dépassé de quelques minutes. Non, on est juste à 19h30. Donc, voilà, vous devez réécrire le Scrum Guide. Vous choisissez un élément que vous souhaitez modifier, lequel vous choisissez et pour quelle raison. Est-ce que vous êtes plutôt clair maintenant? Toutes versions confondues ou les versions 2020? Ouais, je pense que là, c'est toute version confondue. Tu as dit que c'était la même chose, Nabil. Tu as dit que c'était un raffinement de la… Je vois si c'était sur des éléments spécifiques. Non, c'est vraiment… Oui, pas forcément les nouveautés. Ok, parce qu'on… En tout cas, le sens de la question n'est pas tourné vers la nouveauté. En tout cas. Allez, moi, je vais me lancer. C'est dur. C'est dur. Il y a un truc que moi, j'expliquais tout le temps quand j'utilisais Scrum Guide comme support. C'était de dire le Scrum Guide, c'est un framework, c'est léger, ça parle de l'empirisme, etc. Et j'ai rajouté les notions de product management d'un côté et ajouter des pratiques XP de l'autre pour avoir un truc cohérent de bout en bout. Et c'est un truc sur l'excellence technique et la manière dont on met ça en œuvre. Je trouve que pour le coup, là, ça aurait du sens d'aller mettre un peu plus de concret. Moi, ça me manque un peu sur cette partie-là. Donc, j'ajouterai un peu de concret sur cette excellence technique et sur la partie un peu qui tourne vers l'XP. Voilà. Du coup, il faut que tu prennes un framework orienté IT. Toi. Dans Safe, par exemple, tout ça, c'est écrit. Pardon. Alors là, ça c'est vraiment du troll. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est écrit dedans. Ouais, bref, du coup, puisque j'ai pris la parole, je pense qu'il manque peut-être un rôle qui devrait être formalisé, qui est stakeholders, les parties prenantes. On en parle. En fait, ils ont un vrai rôle à jouer. En fait, c'est que justement, il y a un contrat. Ce contrat, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai dit, promis maintenant, toutes les quelques semaines, on livre un truc, ce truc, il marche et on apprend. Et ça, c'est l'engagement fort. On ne sait pas ce qu'on va sortir. Il y aura peut-être 3 fois rien. Ce ne sera peut-être pas ce qu'on veut. Il y aura quelque chose et ça aura de la valeur, on apprendra. Et il y a aussi un engagement complémentaire, en fait, côté stakeholder. C'est aussi une manière de répondre à la question, dès que tu présentes Scrum, c'est toujours la question qui sort dans l'audience. Les managers, ils deviennent quoi? Voilà. Il y a toujours ça qui revient. Donc, je pense que c'est renforcer ce côté. Les stakeholders, ils ont un vrai rôle à jouer. S'ils ne jouent pas leur rôle, ça va être compliqué de faire Scrum. Et il y a aussi un ensemble de choses qu'ils ne doivent surtout pas faire. Enfin, ça revient, ils ont une posture qui doit aller. Voilà, je me dis c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de vraiment… et parce qu'ils font partie du système. S'il n'y a pas d'eux en revue de sprint, le système il ne va pas marcher non plus. Ils ont un vrai feedback qui doit être là, mais qui ne doit pas être donné n'importe comment, n'importe quand. Merci Jean-Pierre. Nabil, un avis?
Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est sur le thème des rôles. Enfin, moi, lorsque je transmets, j'aime pas dire expliquer parce qu'expliquer, c'est ôter la faculté des autres à comprendre par eux-mêmes. Lorsque je facilite la compréhension de mes élèves, c'est de dire que les rôles, c'est un pré-mâchage pour vous éviter de réfléchir à penser qu'il vous faut quelqu'un qui va être focusé sur prioriser, parce que prioriser tout seul, c'est beaucoup plus facile que prioriser. Donc, c'est fait pour réduire la complexité finalement. Il vous faut un rôle qui soit en capacité de réaliser, donc voilà, qui s'appelle Dev Team, peu importe. Et il vous faut un rôle d'introspection qui s'appelle le Scrum Master, donc qui amène le groupe à se poser la question, est-ce que ce que l'on fait, c'est la meilleure des choses? Est-ce qu'on est organisé pour la faire de la meilleure manière? Peut-être que je retirerai finalement la définition des rôles. Mais je dirais, il vous faut vous doter de rôles qui vous permettent de procéder à deux types d'inspection plutôt. Est-ce que vous faites la bonne chose? Est-ce que vous êtes organisé pour bien le faire? Et pourquoi? Parce que j'ai vu des équipes très bien s'en sortir avec faisant un PO technique, un PO métier, je ne sais rien. Ils ont fait des montages comme ça et certains montages fonctionnaient plus ou moins bien pour eux. Mais voilà, juste rappeler la responsabilité d'une équipe, d'un système auto-organisé de se dire il vous faut réfléchir à trois points principaux que sont l'introspection, la réalisation et la priorisation. Démerdez-vous pour faire comme vous voulez. Donc peut-être j'aurais retiré ça. Ouais. Ça rebondit effectivement sur Daniel réagit en discussion. Il disait que finalement, les rôles aujourd'hui sont devenus des responsabilités dans le 2020. Voilà. Bon, en revanche, on continue à les nommer Product Owner et Scrum Master et Dev. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est une évolution. On parle plus de responsabilité, il vous faut quelqu'un qui puisse faire ça. C'est intéressant. Le Scrum 2020 va un peu dans ce sens-là, où justement, ils ont enlevé… on n'est plus avec 3 cercles. On est avec un seul cercle, avec toute la Scrum Team, dans lequel il y a 2 rôles un peu particuliers, enfin 2 responsabilités un peu particulières, Product Owner et Scrum Master. Mais typiquement, c'est toute l'équipe qui devient responsable du Definition of Done, faire des choses. Voilà. Et ça, c'est un autre élément qui va dans ce côté-là de maintenant, Scrum, il n'y a pas photo, c'est pour faire du produit. Quand on est en mode logiciel à la demande, on a envie qu'il y ait une scission forte entre celui qui amène le besoin et ceux qui sont garants de on fait bien le travail. Quand on est en mode produit, en fait, le product owner, il apporte juste un ensemble de compétences complémentaires et nécessaires qu'on doit avoir dans l'équipe pour faire de la gestion de produit. Mais c'est juste, voilà, ça fait partie des compétences qu'on doit avoir en tant qu'équipe pour réussir à construire un produit, en fait. C'est ça. Mais d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, JP, et je n'en rajouterai pas plus, parce qu'il y en a qui se sont offusqués en disant « Ah oui, mais maintenant, ils sont responsables. » Ça a toujours été le cas. Hein. Prenez le 2017, on dit bien que la Scrum Team est auto-organisée et pluridisciplinaire. Donc, la pluridisciplinarité, elle s'exprime bien sous 3 compétences. La compétence de priorisation, la compétence de réalisation et la compétence d'introspection. Donc, bien que si le product owner venait à être absent de façon prolongée, voire définitive, la responsabilité de la priorisation revient bien sur le reste de la Scrum Team. Et ça a toujours été dit. Donc là aussi, il y a des gens qui se sont excités, alors qu'en gros, ça avait déjà été dit depuis longtemps. Mais là aussi, la compréhension n'y était pas. Merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là. Il y a des questions qui restent en suspens. Si vous avez envie d'y répondre, vous pouvez y répondre dans la section par écrit. Moi, j'ai fini. Je vais passer la main à Vivien pour qu'il conclue la soirée. Merci, Florian. Du coup, c'était un débat très intéressant qui, du coup, est allé beaucoup plus loin que le Scrum Guide, parce que finalement, les termes qu'on a entendus, c'était système vivant, philosophie, empirisme, donc des choses qui vont beaucoup plus loin que le Scrum Guide, parce qu'on a finalement parlé 1 heure sur des sujets qui étaient beaucoup plus larges que le Scrum Guide, ce qui montre finalement l'évolution, que le Scrum Guide va vers quelque chose de finalement beaucoup plus, vers plus de simplicité, plus de lean, comme on disait, etc. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Le débat était super intéressant. On a eu plein de retours comme quoi vous avez enrichi beaucoup l'état d'esprit de ceux qui étaient les participants. Donc, merci beaucoup pour votre participation. On réorganisera des événements de ce type-là dans les semaines à venir, mois à venir, parce que ça permet du coup, de confronter des idées, des points de vue et puis de prendre un peu de hauteur. Et donc, merci beaucoup pour ça et on espère pouvoir réitérer ce type d'événement.
Merci Vivien, merci Florian, merci à tous les participants et merci aux conférenciers. Carrément. Et pour les gens qui sont encore connectés, si vous avez envie de mettre une petite note sur 5 pour le rôti, mettez-le juste dans la discussion, on regardera après, ça sera vraiment cool et on en parlera aussi à nos speakers. Merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci. Ciao. Ciao.